Le Loch Ness est un lac d'eau douce situé dans les Highlands en Écosse, au sud-ouest de la ville d'Inverness et au nord-est du fort Augustus. Le monstre du Loch Ness, que l'essor du tourisme a surnommé dans les années 1930 Nessie, pour supprimer le côté effrayant qu'il avait jusque-là, désigne une créature lacustre, légendaire supposée vivre ou avoir vécu dans le Loch Ness. Ce fruit de l'imaginaire humain est devenu emblématique de la cryptozoologie et Robert H. Rhine et la naturaliste Sir Peter Scott le dotèrent même en 1975 d'un nom binominal, Nessiteras rhombenpteryx, comme on le fait pour une espèce animale attestée. Il est généralement décrit comme ressemblant à un serpent de mer ou à un plésiosaure. De nombreux enthousiastes se rendent sur les eaux du Loch Ness depuis le début des années 1930, date de la première apparition moderne du monstre afin de le rechercher. Des photos et des films sont régulièrement présentés et le trucage tout aussi régulièrement cassé ou la supercherie finalement avouée par leurs auteurs. Ce qui se cache peut-être au fond du lac est devenu une obsession planétaire. Depuis plusieurs siècles, certains prétendent qu'un monstre hante le Loch Ness. Surnommé Nessie, il parviendrait à vivre dans un milieu inhospitalier. Il déjoue toutes les tentatives d'explication. J'ai attrapé le virus Nessie, je dois l'avouer. Gordon Holmes est un ingénieur à la retraite. Il a passé plus de 10 ans à le traquer. Il a longtemps scruté le lac pendant la journée, jusqu'à ce qu'il se dise que Nessie était peut-être nocturne. Il n'y a aucune raison pour que Nessie ait des horaires réguliers. C'est peut-être un monstre qui sort se promener de 22h à 6h du matin. Personne ne le sait, donc ça mérite une enquête. Gordon observe le Loch Ness dans l'espoir d'apercevoir Nessie. Il pense l'avoir déjà vu, un soir, remonter brièvement à la surface. J'ai vu une forme avancer vers moi, à 200 mètres. Elle était très aérodynamique. Je ne sais toujours pas ce que j'ai vu ce soir du 26 mai 2007. La créature légendaire est au centre de nombreuses œuvres de fiction ou de représentations imaginaires comme certains dessins animés ou bandes dessinées. Le monstre du Loch Ness puise ses origines dans le folklore écossais et la figure des Kelpies. Ces chevaux légendaires qui kidnappent dans leur royaume sous-marin les promeneurs peu vigilants. Quand à la première mention d'une étrange créature dans les eaux du lac, elle se trouve dans la vie de Saint Colomba. Écrit au 7e siècle, ce livre trace la vie d'un moine éponyme qui christianisa l'Écosse 200 ans plus tôt. Outre quelques apparitions au cours des siècles suivants, il faut attendre les années 1930 pour que la Nessiamania prenne son envol. En 1933, la créature est aperçue par 2 couples venant de leur voiture à seulement 2 mois d'intervalle. Bientôt, curieux et journalistes affluent vers le loch. En cette période de crise économique, la rumeur d'un monstre peuplant les comtés écossais réjouit le public, déjà fortement marqué cette même année par l'apparition d'un autre monstre qui triomphe sur les écrans, King Kong. À l'époque, la théorie en vague est celle d'un animal reptile et les témoignages évoquant le plus souvent une créature à long cou en penchent pour le plésiosaure, vertébré aquatique qui vécut ses grandes heures au Jurassique. Comment a-t-on pu sciemment envisager qu'un animal éteint il y a 65 millions d'années et ait le domicile dans les eaux du Loch Ness? Avant d'en rire, il faut se rappeler qu'au début du XXe siècle, on fit de nombreuses découvertes zoologiques liées à un très lointain passé. En 1938, le calaconte, poisson qu'on pensait éteint depuis la fin des Crétacés, réapparut dans les filets d'un pêcheur sud-africain, provoquant la stupeur de la communauté scientifique. La théorie du plésiosaure s'est renforcée lorsqu'en 1934, Nessie, qui avait jusque-là échappé aux paparazades, est immortalisé par un cliché qui le rendra célèbre dans le monde entier. On y voit le monstre barbotant paisiblement au milieu du lac. Il s'agit en vérité d'un canular, ce que l'on apprendra seulement des décennies plus tard. À la théorie du plésiosaure viendront s'en ajouter de nouvelles, et Nessie sera associé pêle-mêle à une otarie, à un esturgeon géant ou de simples effets de vagues. Plus étonnant, l'éléphant, que l'on imagine pourtant mal séjourner dans les Highlands, fut un temps envisagé. Dans les années 1930, les cirques ambulants de la région avaient en effet pour habitude de laisser leurs animaux se rafraîchir dans les lacs environnants. La trompe d'un pachyderme
L'idée leur très bien pu être confondue avec le long cou du monstre. Corroborant cette théorie, une anecdote rapporte qu'un célèbre directeur du cirque, Bertram Mills, aurait offert une récompense de 20 000 livres, 2,3 millions d'euros actuels, à quiconque capturerait le monstre, certain que personne n'y parviendrait. Après tout, on est sur la terre légendaire des dragons. Regardez ce paysage avec cette eau sombre colorée par la tourbe. C'est un endroit hostile, un monde perdu. Le Loch Ness, vers qui le monde entier a les yeux tournés, serait le royaume d'un ou plusieurs monstres préhistoriques, et c'est le nouveau terrain de jeu des Gulliver modernes. Malgré l'utilisation de sonars et de satellites, Nessie allait rester introuvable, mais il en faudrait plus pour décourager les chasseurs du monstre. Dans la communauté s'étend aujourd'hui de l'Écosse au Japon et qui peuvent observer le lac depuis leur ordinateur grâce à des webcams branchés 24 heures sur 24. Face aux démentis scientifiques, les chasseurs de Nessie se sont jamais en mal d'explication. L'absence de carcasse, simplement due à la froideur du lac et à la forte pression qui maintient les corps au fond, une nourriture insuffisante, plus grand lac d'Écosse, la biomasse du Loch Ness n'a jamais été formellement établie. Impensable qu'à l'ère des smartphones, personne n'ait pu prendre une photo authentifiable. La faute au réchauffement climatique qui a réduit drastiquement la population de saumons et de truites, et pourtant celle du monstre. Il n'était donc pas étonnant que l'étude néo-zélandaise laisse les chasseurs incrédules. Sur Internet, on souligne l'oubli dans les relevés ADN d'espèces dont la présence est pourtant attestée dans et autour du loch, notamment les tritons, les gardons et les loutres. Cette taxinomie incomplète n'inclut pas non plus suffisamment d'échantillons prélevés dans les profondeurs du lac, alors que c'est précisément là que le monstre vivait. Il reconnaît également que d'autres passionnés de Nessie ont tiré des conclusions différentes. Certains disent que c'est un esturgeon, une anguille géante ou des pléosaures. Un couple croit qu'il y a un vaisseau spatial au fond du lac, a-t-il égrené, ajoutant espérer que Nessie s'avère être quelque chose de beaucoup plus excitant qu'un silure. Personne n'a jamais pu prouver avoir vu Nessie, une espèce de dragon sous-marin dont la légende remonte au XVIIe siècle. Des apparitions sont toutefois évoquées régulièrement et les canulars sont nombreux sur le sujet. Et un scientifique de l'université de Yokohama en a conclu qu'il restait des plésiosaures. Mais après plusieurs mois d'analyse, le verdict est tombé. C'était le corps en décomposition d'un requin pèlerin. L'idée de créatures préhistoriques encore vivantes est fascinante. Et leur présence est plus crédible dans les mondes perdus et isolés. On a le Yéti dans l'Himalaya ou le Sasquatch dans les forêts d'Amérique du Nord. Et le Loch Ness est un monde perdu parce que c'est un lac profond et sombre. Is there a plesiosaur in Loch Ness? No. There is absolutely no evidence of any reptilian sequences in our samples. So I think we can be fairly sure that there is probably not a giant scaly reptile swimming around in Loch Ness. There is one idea that remains plausible, although the evidence for this is fairly anecdotal. There is large amounts of eel DNA in Loch Ness. Eels are very plentiful in the loch system. Every single sampling site that we went to pretty much had eels. And the sheer volume of it was a bit of a surprise. Now, is it possible that what people are seeing is a giant eel? Well, maybe. We don't know if the eel DNA that we are detecting is gigantic, from a gigantic eel or just many small eels.
people will continue to see things here, and a lack of evidence is not necessarily evidence of absence. So there may well be a monster in Loch Ness. We don't know. We didn't find. Je m'appelle Audrey, et donc la question c'est la suivante. Le monstre du Loch Ness existe-t-il et d'où est venue cette légende ? Alors, pour répondre à votre question, Audrey, je vais commencer par aborder la réalité biologique de l'animal. Les biologistes ont depuis longtemps réglé le problème parce qu'il faudrait une population, et donc le monstre du Loch Ness est seul, et il faudrait de la nourriture. Or, le Loch est relativement pauvre, l'écosystème est pauvre. Donc, le Loch Ness, vraisemblablement, ne contient pas un animal. Du coup, comme régulièrement des personnes disent avoir vu l'animal, eh bien c'est la psychologie et la psychologie sociale en ce qui me concerne qui essayent de répondre à cette question. En psychologie sociale, nous avons une grille de lecture pour aborder les croyances qui se découpe en 4 niveaux. Le niveau 1, que l'on appelle le niveau intra-individuel, qui concerne les erreurs de perception. Ça concerne aussi les faux souvenirs, mais c'est la manière dont l'individu interprète son environnement. Par exemple, on peut fort bien imaginer qu'un esturgeon de la mer Baltique, qui sont des poissons d'eau douce importants, volumineux, ait été observé. Et dans l'imaginaire des individus, la référence est directement liée à l'animal du Loch Ness. Nous avons le niveau 2. Le niveau 2, c'est ce qu'on appelle les rumeurs. Alors les rumeurs, on connaît le mécanisme, on connaît les processus. C'est une transformation de l'information. Et là encore, une personne qui observe un animal transmet l'information qui elle-même est modifiée. Il est fort probable que les rumeurs participent activement à la pérennité de la croyance. Nous avons un 3e niveau, qui est le niveau que l'on appelle positionnel. C'est le statut des personnes qui s'expriment. Quand un scientifique dit que l'animal existe, il est clair que pour la population, eh bien, on a tendance à adhérer à cette croyance. Et certains scientifiques ont fait ce type de proposition. Et puis, le fameux niveau 4, qui est le niveau culturel, alors qui mélange, si vous voulez, les questions de mémoire sociale et les questions plus culturelles comme les films, le cinéma, les romans. Et ça permet ainsi à la croyance d'avoir une assise, de perdurer. Et ça permet aussi aux rumeurs elles-mêmes d'avoir une assise qui permet régulièrement aux gens de nourrir les erreurs de perception et leur imaginaire. Il devait donc très bien connaître ce monstre. Mais paradoxalement, nous ne savons presque rien de ces animaux. La seule façon pour moi de savoir s'ils peuvent appartenir à la légende est donc d'en attraper un. Mais le défi sera monumental. Ici, ces requins vivent au fond d'un fjord de 600 mètres de profondeur. En prenant un peu de recul sur la chose, je me rends compte que ces bêtes sont comme une poignée de grains de riz éparpillés au hasard au fond d'une piscine. L'envie d'abandonner est forte. Ce sera la première fois que j'essaie de pêcher à de telles profondeurs. Et je n'ai pas beaucoup de temps pour apprendre toute une nouvelle méthodologie. Nous sommes à la fin de l'automne. Et dès le début de l'hiver, la pêche aux requins dans ce fjord sera impossible. Avant de pouvoir commencer à pêcher le requin, on attrape des appâts. La dernière fois que j'ai pêché dans un endroit du même genre, j'étais dans le Firth de Moray, au nord du Loch Ness. C'est une méthode très similaire. 6 ou 7 leurres très simples, qui ressemblent à des plumes, bien que maintenant, souvent, ils aient tendance à être en plastique. Comme dans le Firth de Moray en Écosse, ces eaux froides grouillent de proie. La boîte à appât étant à moitié pleine, on s'enfonce dans le fjord pour chasser le requin du Groenland. On essaie de cibler la limite entre les rochers et la terre glaise. On dirait que c'est là qu'ils se baladent, le long de cette limite, à la recherche de nourriture. Travailler à ces profondeurs demande beaucoup d'efforts, ainsi qu'une grande précision et une vigilance accrue. Se faire prendre dans les cordages offrirait un aller simple jusqu'au fond du fjord.
On va utiliser entre 800 et 1000 mètres de ligne d'ancrage, ici. D'accord, c'est énorme. Oui. Il faut assez d'élan dans la corde pour que l'ancre puisse bien s'enfoncer dans le sol. Je vais me servir des lignes les plus longues à l'aide desquelles j'ai jamais pêché. Impossible donc d'avoir recours à un monofilament en nylon. Il traînerait trop dans le courant et nécessiterait un énorme moulinet. Je vais au lieu de ça utiliser une tresse. Elle est très fine et très solide, mais présente un défaut majeur. On se sert de ces longs bas de ligne en monofilament pour protéger la tresse. La peau du requin est comme du papier de verre. Si sa peau touchait la tresse, ce serait fini. Oui, immédiatement. À l'époque, pour les attraper, les pêcheurs utilisaient de l'appât complètement rance. Et ça me plaît pas. Non. On les laisse 24 heures sans glace. Et ils dégagent une odeur très forte. Je travaille sur les 3 autres lignes, tandis que Frédéric vérifie notre position avec son second, Willem. Mais déjà, un problème se présente. On est parti à la dérive. L'ancre a été tirée, donc il faut recommencer tout le processus. Les manœuvres avaient pris plus d'1 heure, mais il faut remonter 800 mètres de ligne avant que le bateau ne soit repositionné et l'ancre jetée à nouveau. On a appâté les lignes et on va maintenant vérifier qu'on n'est pas en train de partir à la dérive avant de les mettre à l'eau. Si on a de la chance, on restera ici et on n'aura pas à jeter l'ancre ailleurs. Je n'ai jamais pêché aussi profondément avec un appât. On aura déroulé entre 500 et 800 mètres de ligne quand ça touchera le fond. Remonter l'appât pour le vérifier va être très physique. Et remonter un gros poisson de ces profondeurs aussi. Je n'ai jamais vécu ça auparavant. Mes lignes descendent au cœur d'un vaste paysage caché, comme un grand canyon sous-marin. Mais le sonar de Frédéric ne peut repérer les requins qui rôdent au fond. Ils se trouvent trop bas et leurs corps sont trop denses pour être différenciés du plancher de l'abysse dans lequel ils chassent. On a mis toutes nos lignes à l'eau. Maintenant, il faut attendre et garder l'œil sur les cannes à pêche. Là, évidemment, elles bougent, mais ces mouvements correspondent à ceux du bateau. Ce qu'on cherche, nous, c'est un mouvement qui soit différent, qui ne soit pas imputable au tangage du bateau. Soit la canne se courbe au mauvais moment, soit elle se tend vraiment, soit quelque chose prend l'appât et file avec, et dans ce cas-là, on va l'entendre. Ça va dérouler la ligne du moulinet, et ça va nous avertir de façon audible. Mais notre tâche, en gros, c'est surtout de regarder l'extrémité des cannes pour l'instant. Le soleil a beau briller dans le ciel, les températures frôlent les moins 15 degrés centigrades et nous attendons un signe. Au bout de 2 heures, nous remontons toutes les lignes pour vérifier les appâts. Les 4 lignes confondues, c'est presque 2,5 km de lignes et 10 kg de métal que je dois remonter de mes mains. Tout mon bras me brûle. Ça fait 20 minutes que je mouline. Il n'y a pas de poisson au bout de la ligne. C'est juste le plomb et ce qui reste de l'appât. Le combat est plus difficile contre ça que contre beaucoup des poissons vivants que j'ai attrapés. Voilà pourquoi il faut vérifier les appâts régulièrement, parce qu'ils se font dévorer par de plus petits poissons. Il se pourrait qu'un requin attrape cette chose, mais ce n'est pas un appât très efficace et très appétissant. C'est pour ça que je viens de passer 25 minutes à remonter les lignes pour y jeter un coup d'œil. Il faut à nouveau appâter toutes les lignes et les renvoyer à 600 mètres de profondeur. Malgré la distance extraordinaire qui sépare l'extrémité de la canne à pêche de l'appât, la ligne est étonnamment sensible. L'appât est maintenant au fond.
Et je peux sentir quand la ligne se tend. Je vais remettre un peu de mou. C'est prêt. Chaque ligne étant réglée correctement, l'attente recommence. Mais il y a un problème. L'eau dans le fjord est en mouvement. C'est très dur de présenter un appât comme il faut à cet instant, parce que la marée est forte. Il y a beaucoup de méduses et d'algues qui nous arrivent dessus, et certaines de ces choses se prennent dans les lignes et descendent le long des lignes. Le courant attrape tout ça et soulève plein de choses du fond. Donc, je pense que les appâts ne sont probablement plus en bas. En les remontant, j'imagine qu'on va trouver plein de déchets le long de la ligne. Donc on attend que la marée se calme. Et avec un peu de chance, on pourra recommencer à pêcher de manière un peu plus efficace. Les heures passent sans réel mouvement de la part des cannes à pêche. Et je commence à me demander si j'ai ou non manqué les signaux. C'est intéressant cette sorte de... Attendez, vous avez vu? Ça bouge? Ça tire vers le bas? Oui, enfilez le harnais. Celui-là? Oui. Le harnais devrait empêcher le géant de m'arracher violemment la canne à pêche des mains. Oui, il y a quelque chose. Oui. Et j'ai l'impression que la bête pèse une tonne. On remonte le reste. Il faut ramener les autres lignes avant que je puisse faire remonter la bête au bout de la mienne. Autrement, le poisson pourrait s'en mêler et se faire piéger sous le bateau. On dirait que ça tire pas mal de ce côté-là. C'est bon? Oui. C'est un pochetot? C'est un pochetot de Norvège. D'accord. Cette étrange créature venue du fond du fjord fut signalée pour la première fois ici à Trondheim. Il est extrêmement rare de les apercevoir en surface. La fantastique imagination des cartographes nordiques semble maintenant bien insipide comparée à la réalité des lieux. C'est un animal très impressionnant, très étrange et aussi très rare. Frédéric dit que ces animaux n'ont été remontés que 4 fois à la canne à pêche auparavant. Il faut prélever un morceau de tissu. Ces bêtes-là ne voient pas souvent la lumière du jour. Frédéric travaille avec un scientifique de l'université de Tromsø qui collecte toutes les données de ces prises de requins et pochetos. C'est la couleur du poisson que je cherche. La peau dessous présente ce côté rugueux. Mais ce n'est pas du tout la bonne forme. Les pochetos sont des poissons plats. C'est une raie très étrange, visuellement, mais ce n'est toujours pas le poisson que je cherche. Ce poisson est né dans l'obscurité et n'avait peut-être jamais vu la lumière du jour jusqu'à présent. Ses yeux sont très lumineux. Il ne peut pas y avoir beaucoup de lumière à la profondeur où vit cette chose, mais apparemment elle se débrouille pour y voir. Nous ne voulons pas traumatiser ce rare visiteur de notre monde. Nous devons donc le marquer et le mesurer aussi vite que possible. 125. 125. 125 cm de large et 180 de long. Les requins et les raies font partie des rares poissons à pouvoir survivre en étant remontés de telles profondeurs. Ils n'ont pas développé de vessie natatoire remplie de gaz comme les autres poissons. Vessie qui pourrait éclater en remontant. C'est un peu un alien, une chose bizarre qui vit dans un environnement bizarre. Certains passent leur vie à attendre l'occasion de rencontrer un monstre, ici et au Loch Ness. Toujours pas de signe du requin du Groenland. Cette raie est plus rare que lui, alors où est-il? Les appâts doivent être changés, les lignes redéroulées et la chasse peut continuer. Je vais faire quelque chose avec une de ces lignes. Je veux juste obtenir une idée du genre de conditions dans lesquelles ce requin évolue. Au genre de profondeur dont on parle, la pression est de 50 ou 60 ATM. C'est 50 ou 60 fois la pression que l'on ressent ici. Donc j'ai là un bidon vide. Le bouchon est bien vissé. Il n'y a que de l'air à l'intérieur à cet instant. Je peux le compresser un peu, mais pas plus. Je vais l'envoyer là-dessous et voir dans quel état il remonte. Nous n'allons pas remonter la ligne simplement pour le vérifier. Nous allons attendre le prochain changement d'appât dans environ 2 heures.
Le fjord de Trondheim est la cachette idéale à l'intérieur des terres et dispose aussi d'une position géographique stratégique grâce à son accès à la mer. Les corps de plusieurs calmars géants ont été retrouvés sur ses rivages. Il est clair que cet abysse extraordinaire est pour des géants une retraite idéale. De mon point de vue, maintenant, on s'avance dans la nuit. Les températures vont chuter. Mais du point de vue du requin, il n'y a sans doute aucune différence. Il vit constamment dans le noir et constamment dans le froid là-dessous. Mais nous, on va continuer de pêcher. Je ne sais pas, peut-être jusqu'à minuit, peut-être au-delà. Mais ça va augmenter la difficulté du défi. Si on ferre un poisson, procéder de nuit va s'avérer un peu plus compliqué qu'en plein jour. Je ne peux que deviner ce qui vit dans l'obscurité perpétuelle en dessous de nous. Mais alors que nous remontons les appâts avec difficulté, en les vérifiant un par un, nous nous rendons compte que les requins du Groenland sont loin d'être seuls. Voilà une pristure à bouche noire. On ne l'avait même pas ferré. Il avait dans la gueule le bout d'une queue de maquereau et il s'y a accroché jusqu'en haut. On appelle ça une pristure à bouche noire à cause de cette couleur noire très caractéristique à l'intérieur de sa gueule. Nous remontons les autres appâts pour les vérifier. Je vais enfin avoir les résultats de mon test de pression. On voit le plomb. Bien, c'est le moment de vérité. C'est le petit bidon que j'avais mis à l'eau. On a 10 mètres de ce fil en nylon épais d'abord. Il a été complètement aplati. C'est une illustration très visuelle de la pression qui est exercée au fond de ce fjord. C'est un contenant en acier qui a été complètement écrasé. On dirait qu'une voiture lui a roulé dessus. Et c'est dans ces conditions-là que le requin vit quotidiennement. C'est vraiment un monde extraterrestre là-dessous. Ce sont des conditions très difficiles à imaginer pour un être humain. Le prochain appât que nous remontons en révèle encore plus sur le monde étrange qui s'étend sous nos pieds. Les habitants des profondeurs que nous hissons à bord sont de plus en plus repoussants. Il y a bien quelque chose qui se nourrit là-dessous. Ces choses, des poux. Il existe des centaines d'espèces de poux de mer. Et ils se nourrissent du mucus, de la peau et du sang des poissons marins. En plus d'être dégoûtants, les appâts ne durent pas. Il faut sans cesse les remonter et les changer. Alors que je m'apprête à remonter le 4e appât, sans être certain, je crois remarquer quelque chose d'étrange sur cette canne à pêche. Ouais, il y a quelque chose. Oh oui. Voilà. On était sur le point de s'arrêter là, et sur l'une des cannes à pêche, on a alors remarqué un tout petit mouvement sans rapport avec le tangage du bateau. J'ai appelé Frédéric pour qu'il regarde parce que je me demandais si j'hallucinais. Ça n'a bougé littéralement que 2 ou 3 centimètres. Puis ça a filé. La ligne a été emportée encore et encore, et ça a ralenti. Voilà où on en est. Il y a beaucoup de lignes à remonter. Ça fait énormément travailler mes jambes et mes bras. Mais j'essaie de rester alerte mentalement parce que, apparemment, ces poissons peuvent remonter le long de la ligne. Si je remonte vite la ligne et que du coup le poisson reste tête vers le haut, j'ai encore le contrôle. Mais si le poisson remonte et que la ligne se coince d'une façon ou d'une autre, peut-être alors que je le remonte à l'envers ou de côté, dans un courant qui devient de plus en plus fort. Oui, ça pourrait être très intéressant. La résistance est grande. Et la prise semble très lourde. Mais est-ce le requin du Groenland? Des lumières de ce côté, s'il vous plaît. Ce n'est pas un requin. C'est un pochetot. Je suis déçu. C'est un pochetot noir.
Un petit cousin du pochetot de Norvège et à l'allure encore plus extraterrestre. Dans un sens, c'est très décevant. Je croyais que c'était un requin. Remonter l'une de ces choses dans cette eau, c'est comme remonter un couvercle de poubelle sur toute cette distance. C'est beaucoup de résistance sur la ligne. Sa gueule, sur la face inférieure, consomme tout ce que ce corps aplati trouve au fond du fjord, dans le noir le plus complet. Le courant l'emporte. Il va faire beaucoup de chemin pour rejoindre le fond. Ces 14 dernières heures, le fjord nous a révélé certains de ses résidents les plus étranges, mais aucune trace du requin du Groenland. Les heures se transforment en jours. Et avec l'hiver qui approche, je risque de manquer de temps. Des vents violents venus du nord commencent à jouer avec la météo au cœur du fjord, et les températures passent sous les 15 degrés centigrades. Mais je dois continuer. J'ai éliminé toutes les créatures qui auraient pu inspirer la légende du monstre du Loch Ness. Il ne me reste que le requin du Groenland. En matière de pêche, la foi, ça fait tout, n'est-ce pas? Les requins sont bel et bien là-dessous. Il faut simplement mettre un appât devant l'un d'eux. C'est ce qu'on attend. Nous ne pouvons prévoir le moment auquel un requin du Groenland fera son apparition. Nous décidons alors de prendre le risque de nous avancer encore plus loin dans le fjord. Bien, on est presque au bout de la marée maintenant. Le truc, c'est que quand on pêche plusieurs jours d'affilée sans résultat, il y a toujours ce dilemme. Est-ce qu'on continue à pêcher au même endroit, là où on avait eu des résultats par le passé, ou bien est-ce qu'on essaye ailleurs? Aujourd'hui, on a opté pour la deuxième solution. On est venu un peu plus au sud, et on est à la limite de cette sorte de décharge. En gros, à l'époque, les gens lançaient tout un tas de trucs dans ces fjords, parce que l'eau est très profonde. Donc les vieux bateaux de pêche, les munitions datées, tout est là-dessous. Il est fort probable que tout soit enseveli dans la vase depuis. Mais on est à la limite de cette zone, à la limite entre la vase et les rochers. Une fois de plus, il doit y avoir 600 mètres de profondeur. Mais c'est un nouvel endroit, donc je suis plutôt optimiste. Les conditions sont plus calmes, les appâts sont descendus correctement, donc on reste là à observer les cannes à pêche. Le changement de lieu va-t-il nous rapprocher ou nous éloigner des requins de ce fjord? J'espère que cet arc-en-ciel est un signe. Mais avec le temps qui se gâte, j'ai comme le sentiment que cette occasion d'attraper le plus gros de tous les monstres est en train de me glisser entre les doigts. Nous pêchons à la limite d'une zone strictement interdite qui pendant des dizaines d'années fut utilisée comme une décharge à munitions. Frédéric a déjà repéré des grenades sur les lieux. À présent, les vagues et les puissantes rafales de vent tirent l'ancre et le bateau vers la zone dangereuse. Nous devons remonter toutes les lignes avant de pouvoir remonter l'ancre et sortir de ce champ de mine. Mais les lignes s'en mêlent sous le bateau. Le vent atteint la vitesse de 70 km/h. Les hélicoptères luttent pour porter assistance aux bateaux en détresse. Et nous venons tout juste de perdre la lumière du jour. On se dépêche de retourner au rivage parce que c'est absolument impossible de pêcher dans ces eaux. Mais en plus de ça, l'ancre nous traînait. Elle nous emmenait au-dessus de la zone de décharge où il y a de vieux bateaux de pêche, des munitions, toutes sortes de choses là-dessous. Si j'avais eu un poisson à moitié remonté et que le temps est dégénéré, il aurait quand même fallu partir et peut-être couper la ligne. Mais j'espère que ça va se calmer ce soir, parce qu'en ce moment, c'est tout simplement impossible. J'ai parcouru presque 6500 km à la recherche de ce qui se cache derrière le monstre du Loch Ness. J'ai pêché jusqu'à 600 mètres de profondeur par des températures avoisinant les moins 15 degrés centigrades et des vents de force 8 ou 9. Je ne peux abandonner maintenant. Le lendemain, l'eau est calme. Mais pendant la nuit,
Frédéric a entendu de mauvaises nouvelles concernant la météo marine. C'est vraiment ma dernière journée dans le fjord. Le temps est en train de changer. Le vent arrive de l'océan Arctique et apporte avec lui des températures encore plus froides et sans doute des vents de force 9. Ce genre de pêche, une pêche très sensible, ça n'est juste pas possible avec une météo pareille. Donc l'enjeu est très important aujourd'hui. Je suis si près et pourtant si loin. J'arrive presque à sentir la présence du requin sous mes pieds, mais encore à 600 mètres de profondeur. Comme le capitaine Ahab à la poursuite du grand cachalot blanc, je suis désormais un homme hanté. Je pense à tous ces gens sur les rives du Loch Ness toutes ces années qui ont regardé l'eau à la recherche d'un signe, d'une preuve, quelle qu'elle soit, d'une vie sous la surface. Eh bien, c'est exactement ce que je suis en train de faire ici, sauf que je regarde l'extrémité de ces cannes à pêche en attente d'un mouvement révélateur, d'un indice sur ce qui vit là-dessous. Mais pour l'instant, je n'ai pas plus de succès que les visiteurs du Loch Ness. Après des centaines d'heures de pêche, et après avoir ramené plus de 80 km de ligne, ma chance est-elle sur le point de tourner? Il y a un mouvement de haut en bas, mais ça pourrait être le tangage du bateau. C'est dur à dire. Quelle que soit la chose qui jouait avec mon appât, elle semble avoir disparu. On redescend l'appât? Ouais. Ouais? Alors que s'écoulent mes dernières heures, je commence à me perdre dans le sifflement sinistre des lignes. Je crois que ça bouge. Oui, oui. Vous sentez un vrai poids? Oui, oui. Ce n'est pas le plomb, c'est un poisson. C'est là ma dernière chance. Mais est-ce le monstre pour lequel j'ai parcouru tant de chemin? Il pourrait rester encore 50 ou 100 mètres. Je n'ai jamais eu à remonter de poisson sur une distance aussi grande, bien plus haut que l'Empire State Building. Il y a une pulsation, une sorte de pulsation très lente. Continuez, continuez. C'est ce que vous sentez? S'il s'agit d'un requin du Groenland et que sa peau rugueuse sectionne la tresse, j'aurais perdu ma dernière occasion. C'est très important de remonter les autres lignes pour s'assurer qu'on ne s'en mêle pas. Je crois qu'il s'approche du bateau maintenant. J'ai le bas de ligne en vue. Ok. Le voilà. Le requin du Groenland. Il est trop gros pour être hissé à bord. Nous ne ferions que le blesser en essayant. Nous devons le maintenir sur le côté du bateau. C'est une créature monstrueuse, trouvée loin dans les terres et remontée de grandes profondeurs. On essaie d'accrocher la queue, comme ça, on pourra se faire une idée de ses dimensions. Comparé à ce qui vit normalement à l'intérieur des terres, il est absolument énorme. Willem estime qu'il fait sans doute 200 kilos. Malgré leur taille, ces requins sont encore un mystère pour la science. Nous ne savons quasiment rien sur leur mode de vie, de reproduction ou de chasse. C'est très difficile de voir cette créature. Il fait nuit, mais c'est un animal long au corps massif. Il a une petite nageoire dorsale, pas du tout la nageoire droite des autres requins. Si celui-là était à la surface, on ne verrait pas ce triangle caractéristique sortir de l'eau. On aurait juste une petite bosse. Mais si je veux l'examiner de plus près, et s'il ne peut pas monter dans le bateau, je dois descendre à lui. Je n'ai d'autre choix que d'entrer dans l'eau glacée aux côtés du plus grand requin prédateur du monde, après le grand requin blanc.
Même à travers cette combinaison étanche et 5 couches de vêtements, j'arrive à sentir à quel point l'eau est froide. Cet animal, lui, il vit en permanence. Et pas ici, mais presque un demi-kilomètre plus bas. Il est d'un brun foncé. Si cette bête remontait et perçait la surface, on ne penserait pas à un requin. On ne saurait pas ce que c'est. Il ressemble à une coque de bateau retournée. Quel animal! On pense que ces requins mangent tout ce qui se trouve sur leur passage dans les profondeurs abyssales. Personne ne sait encore quelle menace potentielle il représente pour les humains. Je pense que je suis un peu trop près de sa gueule. Je vais reculer un peu. J'imagine que ça va être l'heure d'enlever l'hameçon et de le laisser retourner vers les profondeurs. Ouais. Ok, je remonte. Tandis que je sors de l'eau glacée, Frédéric accroche un marqueur au requin au cas où il referait surface un jour. On enlève l'hameçon, puis la corde. Oh, il est déjà parti. C'est presque irréel maintenant. J'ai presque besoin de me pincer pour y croire. On est à l'intérieur des terres, mais ce poisson est gigantesque par rapport à la faune habituelle. Et ça n'est pas qu'un très grand animal, c'est aussi un animal extraordinaire, et au sujet duquel on connaît très peu de choses. Beaucoup de gens, même ceux qui vivent ici, n'imagineraient jamais que de telles créatures se trouvent juste sous leur nez. Mais ce mystérieux géant, pourrait-il être la créature qui se cache derrière la légende du Loch Ness? J'ai pensé à de nombreux candidats. Des baleines, des dauphins, des phoques et des esturgeons. En passant même par des plésiosaures. Un par un, il m'a fallu tous les éliminer. Mais en Islande, la terre des mythes et des monstres vikings, je suis tombé sur un véritable prétendant au titre. Ah, Karl, ça veut aussi dire l'unique. Tout cela m'a amené au requin du Groenland, dans ce fjord abyssal en Norvège. Mais maintenant, je me rends compte à quel point cette rencontre était spéciale. C'était fabuleux de voir cette créature remonter des profondeurs au bout de ma ligne. J'ai vu cet animal de mes yeux. Je sais qu'il existe. Et je pense qu'il pourrait avoir inspiré certaines des histoires de monstres que les Vikings transmettaient à leurs propres enfants, ainsi que sur les terres qu'ils avaient conquises. D'expérience, je sais que beaucoup de mythes ont un fond de vérité. Je me demande maintenant si non seulement sa légende, mais cet animal en chair et en os pourrait avoir fait surface dans le Loch Ness.